got lost, couldn't find my way, and I guess there's nothing more to say. Love can make you blind, make you act so strange, but I'm here, here I will. C'est l'heure de suivre Questions pour un citoyen. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau, si j'ai bonne mémoire pour la seconde fois, Monsieur Norbert Yamba, cadre de l'UDPS et panafricaniste. Bonsoir, Monsieur Norbert. Bonsoir, bonsoir, merci pour l'invitation. Oui, d'avoir répondu pour la seconde fois à notre invitation. Tout à fait, tout à fait. Avec mon invité, sans tergiverser, nous allons parler de sujets brûlants d'actualité. Alors, d'entre deux jeux, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a refusé d'investir Rossard Malonda. Dans quel état d'esprit avez-vous accueilli cette décision du chef de l'État? Merci, madame. Vous savez, lorsqu'on est responsable de la République, ou on est responsable d'une institution de la République, n'importe quel responsable ne tombe du ciel. On n'est choisi que par les hommes. Mais il faut savoir écouter les hommes, écouter les femmes. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Quelles sont leurs aspirations? Quel est leur degré d'influence par rapport aux politiques de la République? La question Malonda, c'est une question, visiblement, qui a posé un peu de problème. Vous avez vu plusieurs marches organisées au risque péril, même pendant l'état de siège, où il y avait risque véritablement d'attraper la maladie. Mais les gens se sont investis pour y aller. Simplement parce que M. Malonda, non pas parce qu'il est vilain ou il n'est pas bon, mais simplement c'est parce que l'histoire de M. Malonda est parsemée de beaucoup de questionnements. Il a été en 2006 avec paix à son âme, M. l'abbé Malou Malou, et vous savez ce qu'étaient les résultats à son temps. Il a été en 2011, vous savez les résultats. Il a été en 2018, donc tout le parcours de 3 cycles électoraux, il a été, et ces différents cycles n'ont pas été appréciés naturellement par l'ensemble de notre peuple. On a estimé que cela, visiblement, a été un moment de dribbling, un moment des actes parfois incontrôlés. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est Malonda, qui était secrétaire exécutif hier, comme ce fut le cas de Nanga, qui est positionné pour être, n'est-ce pas, président de la CNI. On dirait c'est le même schéma, on dirait c'est la même formule, etc. Alors qu'il y a eu un tollé général par rapport aux résultats. Que ce soit en 2006. Le choix des confessions religieuses. Il faut faire beaucoup d'attention. Et là, je voudrais vraiment m'exprimer comme étant doctrinaire de la société civile. J'ai écrit pas moins de 6 livres sur cette question du fonctionnement de la société civile. C'est vrai que la société civile, ce n'est pas simplement les confessions religieuses. Certes, les confessions religieuses ont la présomption d'être plus crédibles, encore qu'il faudrait véritablement les prouver parce que l'expérience est assez malheureuse. De deux, la société civile n'est pas qu'elle est comme les confessions religieuses. La société civile, c'est plusieurs composantes, que ce soit les ONG, que ce soit les organisations paysannes, que ce soit les corporations professionnelles, etc., que ce soit vous, les journalistes. C'est la société civile. Alors maintenant, on a dit, parmi les différentes composantes, celle qui peut approcher un peu plus de rationalité, un peu plus de crédibilité, un peu plus de respect, de considération, un peu plus de caractère, parce que tout un chacun de nous, quels que soient les titres, s'incline devant un pasteur, s'incline devant un prêtre, etc. Est-ce que c'est la tête de Malonda qui énerve ou bien c'est la procédure? Vous savez, la société civile, au travers les confessions religieuses, on foutit à la merde, hein, plusieurs fois. Toutes les 3 fois qu'on leur a donné la possibilité de se choisir un président, ça a toujours posé problème. Je me rappelle bien même en 2006 avec
paix à son âme, je reprends, Malou Malou, ce n'était pas véritablement l'Église catholique qui était investie naturellement pour les choisir. En 2011, voilà, c'est fut les camps de Mulunda, etc. Mais bon, je ne pense pas que ce soit vraiment l'Église protestante qui s'est investie pour donner son nom, etc. Puis finalement, est revenu Malou Malou. Malou Malou parti, on prend Nanga, dont on ne connaît pas quelle était sa confession religieuse, etc. Mais ce n'est qu'après qu'on nous informe que voilà, tel vient de telle ou telle confession religieuse. Bon, tout a été fait, il semble que c'est un grand expert, et vous savez les résultats, et je ne sais pas à quels critères on peut dire que tel est expert, tel ne l'est pas, etc. Bon, au moins les résultats nous donnent très clairement que bon, les choses ne se sont pas bien passées. Voilà, c'est Malonda qui arrive. Beaucoup disent que c'est un garçon extrêmement intelligent. Il a même prouvé de quoi il était capable, justement, devant la Cour constitutionnelle, etc. Je ne sais pas si faire la lecture, n'est-ce pas, d'un compte rendu, etc., prouve que la personne est extrêmement intelligente. Tant mieux, mais écoutez... Mais qu'est-ce que dit la loi électorale à ce sujet? Mais la loi électorale voudrait qu'on choisisse un président qui est issu de la société civile. Et vous savez que dans la société civile, les différentes composantes ont accepté que la composante confession religieuse soit en mesure de nous présenter un homme. Là, il y a une présomption de crédibilité. Il y a une présomption de crédibilité. Mais curieusement, par deux fois, chaque composante vient. Et généralement, il y a une série de composantes qui viennent pour la plupart des églises de réveil, en fait. Hein, et qui, généralement, toutes, c'est comme si s'entendent en amour, et ça frise une sorte de complotation pour dire « nous ne voulons que tel ». Et c'est toujours tel que les gens n'ont pas tendance, justement, à soutenir. Et c'est la personne qui est choisie. Et c'est là, justement, le danger, où l'on dit « mais finalement, qui est église, qui n'est pas église, etc. » Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, madame, la société, même si c'est l'église qui doit choisir, n'est-ce pas, le candidat président de la commission de la CNI, elle doit être à l'écoute d'autres composantes de la société civile. Et vous avez vu que toutes les composantes de la société civile, toutes tendances confondues, n'auraient pas souhaité que Malonda soit là. Non pas parce qu'il n'est pas intelligent, simplement parce que l'expérience est malheureuse. Et qu'on aurait souhaité naturellement qu'on puisse justement choisir quelqu'un qui ne poserait véritablement pas de problème, quelqu'un qui rassurerait les gens. On a échappé belle à des guerres tribales, à des conflits récurrents, etc. Plusieurs années, plusieurs cycles. La restructuration de la CENI est impérieuse en ces temps-ci avant de procéder à la désignation du numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie. C'est justement là que les pères religieux n'ont pas beaucoup réfléchi. Bon, il semble qu'ils ont reçu la lettre de l'Assemblée nationale qui voulait, avec une vitesse de croisière, aller... ça c'est évident. Mais croyez-moi, la CENI, c'est une institution publique qui a reçu mission, qui a géré les hommes, qui a géré les matériels, qui a géré les moyens financiers. Et lorsqu'on est au terme d'un exercice, il faut rendre compte, il faut un rapport, mais il faut qu'il y ait un audit. Alors maintenant, au moment où on entendait faire l'audit, et non seulement l'audit, on essaie de dégager les leçons par rapport à la situation antérieure et qui aurait pu demander à ce qu'il y ait des réformes, non, ni audit, ni réforme, on va en vitesse pour rééditer la situation antérieure, ce qui n'est pas bon, et ce qui montre naturellement que l'élite politique n'a pas le cœur dans l'ouvrage, et c'est ce qui a apporté plusieurs personnes dans la rue, avec le risque véritablement d'attraper la maladie, avec le risque de violer les différentes ordonnances du président de la République. Écoutez, grand mot, grand remède. Aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait que chacun tire les leçons pour dire qu'on ne peut pas aller toujours en violation, en dehors de la volonté d'un peuple. Beaucoup disent, mais quel peuple qui s'exprime? Mais le peuple s'exprime par tous ces échantillons-là. Il faut comptabiliser. Même si c'est une personne, il faut entendre les raisons données par la personne si elles sont résonantes. Et bien, lorsque ces raisons sont résonantes, c'est qu'elle peut même être au-dessus véritablement de la majorité. En tout état de cause, il faut dire qu'il faut conjuguer Malonda
au passé et qu'on puisse aller dans la direction de choisir un homme ou une femme qui soit capable de rassurer les uns les autres. Vous savez, madame, j'ai observé les élections en Guinée-Conakry et à l'époque, c'était très, très, très compliqué. Les acteurs politiques ne s'entendaient pas et ils se disaient, mais on va faire quoi? Parce que si vous prenez telle ou telle personne, y compris la société civile inféodée, et alors on a dit, bon, faisons ceci. Allons chercher quelqu'un d'autre qui n'est pas de notre pays, mais qui a une expérience, qui a une crédibilité, et qui est capable véritablement de piloter la CNI. Dans ces conditions, les résultats seront transparents. Et raison pour laquelle ils sont allés au Mali, ils ont recruté le général à la retraite, comme un consultant qui s'occuperait véritablement de ses responsabilités. Et on a organisé les élections. Il n'y avait pas eu de grincement des dents. Je me rappelle encore, lorsqu'on s'est retrouvé en Côte d'Ivoire, le président Babo, qui était à l'époque président de la République, parce qu'il fallait rassurer l'opposition, rassurer les différentes parties prenantes, il dit, bon, faisons ceci. Il y a le pouvoir, ou la majorité qui les représentait. Nous, on prend la Cour constitutionnelle. Vous, l'opposition, vous prenez la CNI. À ce moment-là, il y aura un système de surveillance. Monsieur Norbert Yamba, 3 marches organisées respectivement par l'UDPS, la MOUCA et puis les CLC pour fustiger la présence de Rossard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Voilà, le chef de l'État qui n'a pas fait la sourde oreille, il s'est prononcé là-dessus en refusant d'investir Rossard Malonda. Quel doit-on faire exactement pour sauver 2023? Non, mais écoute, le président de la République, il est président de la République élu au suffrage universel. C'est la seule personne qui a été élue par tous les Congolais. Et maintenant que les Congolais se sont exprimés pour les candidats individus, il ne peut que prendre véritablement cette attitude pour dire « Niet, les Congolais se sont exprimés ». Quand cela ne tienne, il faut une solution. Et vous avez raison de poser cette question. Je me dis qu'aujourd'hui, et le président l'a dit, hein, il faut aller dans une approche politique, une approche qui dédramatise les relations politiques, une approche qui dégonfle les tensions, mais une approche qui rassure tout le monde, en se disant que lorsqu'on est en situation où le juridisme bloque la République, il faut sortir de cette situation juridique pour aller vers l'extra-juridique. Et l'extra-juridique pose la problématique de la philosophie et de la pratique politique. Nous faisons quoi pour sauver la République? Et c'est là justement que les différents acteurs sur le plan national, sous la responsabilité du président de la République, devront réfléchir calmement, de manière posée, pour dire si hier les élections ont fait l'objet de contestations, il va falloir qu'en 2003 tout le monde soit rassuré et qui gagne, gagne. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'initiative du président de la République de rassembler le Parlement, le gouvernement, ensemble. On peut tout de même choisir comment il faut véritablement choisir quelqu'un. Mais ils ne vont pas le faire en solo, ils doivent écouter les différentes composantes de la société. Les églises, j'ai entendu, il y a des contradictions certes, mais il y a des églises qui ont démontré de quoi elles sont capables, de tout le temps qu'on s'est battu pour que véritablement le pays retrouve son compte. Je ne veux pas citer l'église catholique qui, de tous les temps, a toujours été au devant de la scène. Et puis bon, l'église protestante vient d'emboîter le pas. J'ai entendu même les Kimbangis, etc. Toutes ces églises traditionnelles ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé, même si les représentants ont voulu fausser compagnie par rapport à la chose. Quand cela ne tienne, il va rester les églises de réveil qui ont obtenu pour la plupart, n'est-ce pas, des personnalités juridiques à une période bien déterminée. Je pense qu'ils ont des comptes à rendre pratiquement un certain nombre de choses. Quand cela ne tienne, on a besoin de tout le monde et que maintenant, on a besoin de la paix. Et la paix vaut plus que la violence. Et en tout état des causes, on se mettra d'accord pour choisir quelqu'un qui va rassurer les uns les autres pour que les élections soient véritablement des élections transparentes et démocratiques. Merci pour cet éclairage. De nouvelles mises en place dans l'armée, dans l'appareil judiciaire et l'agence anti-corruption. Des réactions fusent de partout à propos. Eh bien, bon, je ne sais pas pourquoi il y a des réactions. Le président Félix est arrivé le 24 janvier 2019 au pouvoir.
Et tout le temps, il n'a travaillé qu'avec les différents responsables de l'armée qui a été laissée par l'ancien régime, les responsables de la police, les responsables de la sécurité, tous les services de l'État, y compris les différents services stratégiques des différents secteurs de la vie nationale. Il n'a travaillé qu'avec ces gens. Mais au bout d'un certain temps, on est là au-delà d'une année et demie, il les regarde sans pour autant renvoyer les gens. Il s'est dit, il y a moyen de faire ce qu'on appelle un réaménagement de différentes personnalités, etc. Et c'est ce qu'il a fait. Je ne vois pas pourquoi il y a des réactions. Félix n'a pas nommé un Yamba Yamba qui a travaillé, qui a bossé avec lui plusieurs années comme un général, sinon on va crier. Il n'a pas nommé, je ne sais pas, Yamba Yamba colonel. Mais d'abord, la mise à l'écart du général John Numbi qui semble réjouir les États-Unis d'Amérique. Vous avez eu aussi les mêmes sentiments? Bon, je n'ai pas suivi la réaction des Américains, je n'ai même pas suivi quel a été les contenus de cette réaction. Vous me parlez de la réjouissance, je ne sais pas pourquoi il doit y avoir réjouissance. Et donc, comme je n'ai pas vraiment pas suivi cette prestation, épargnez-moi de faire un commentaire par rapport à ça. C'est que je sais ce que Félix n'est pas un robot et que il a fait ce qu'il a vu et ce qu'il aurait pu faire. Et que, bon, on a envie, avec Mobutu, combien de personnes ont été changées de leur poste. John Numbi n'a pas été révoqué, il y reste général, mais on fait un réaménagement. C'est possible. Combien de généraux qui sont ici et qui sont sans poste? Ces gens aussi sont aussi des Congolais. Vous voyez, et alors maintenant, lorsqu'on fait un réaménagement, si telle ou telle personne n'est pas dedans, on dit non, la République doit disparaître. C'est pas correct. Hein. C'est pas correct. Moi, je ne vois pas ce qu'ont dit les Américains. Je vois simplement que le président de la République, en tant que chef de l'État, doit avoir une marge de manœuvre pour faire une restructuration, pour faire un réaménagement qui lui permette d'apporter un peu plus d'efficacité. Est-ce que les gens ne se sont pas posé la question, à un moment donné, lorsqu'il s'agissait de la question de Béni, combien il y a eu de médisances, de défiances même au sujet de la nomination de John Numbi sur le terrain de bataille. Et combien ne se sont pas attaqués au président. Et alors, maintenant, s'il a dit, ok, oui, je vois le feeling, je vois la capacité de telle ou telle personne, nous sommes comme dans un jeu de dames, essayons avec tel autre, mettons tel autre là-bas, etc. Tous sont ici de la filière Kabilis, etc. Ben voilà, John, tu peux entendre un peu, on verra où on va te classer. Alors, pourquoi ça doit devenir un problème? Pourquoi il n'y a qu'un seul chef de l'État qui accepte véritablement de faire la démocratie, de respecter les droits de l'homme, qui soit l'objet, n'est-ce pas, de beaucoup des inconsidérations, beaucoup des attaques, parfois irresponsables, immorales, etc. Donc, est-ce qu'on ne lui reconnaît pas? Je m'excuse beaucoup. Oui, est-ce qu'on ne lui reconnaît pas qu'il est président de la République? Est-ce qu'on a changé la Constitution? Est-ce qu'on a changé les lois et les textes réglementaires de la République? Et donc, il a quand même un minimum de responsabilité pour ne serait-ce que construire un arrangement institutionnel, faire des affectations rationnelles, réaliser des allocations qui permettent justement de rechercher l'efficacité et l'efficience au niveau de l'action. Alors si on le fait, écoutez, bon, on n'est pas appelé à être aimé par tout le monde. Bon, voyons voir ce que ça va nous donner comme résultat. C'est parce que jusque-là, les actions promises à la population ne sont pas du tout palpables. Ça. Non, madame. Non. Madame Adèle, la population touche au calvaire. Non, madame, il ne faut pas dire ça. Madame, vous savez, lorsque parce que sous d'autres cieux, pendant ces moments de confinement, pendant ces moments où l'épidémie ravage le pays, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, on a vu le gouvernement prendre en charge la population. Tel n'est pas le cas ici dans notre pays. Madame Adèle, ça fait longtemps, vous êtes journaliste. La population touche au calvaire. Vous êtes très professionnel, Et je sais, et je vous connais depuis
que vous maîtrisez un certain nombre de choses, etc. Oui, la France. Prenons par exemple la France qui a pris en charge. Je ne vais pas parler des États-Unis qui est la plus grande puissance économique du monde. Mais la France a plus de 3 000 milliards d'euros de produits intérieurs bruts. Plus de 350 milliards de dollars du budget. Le Congo-Kinshasa, le président s'est battu pour qu'on arrive à 11 milliards. On est redescendu à 5 milliards avec la pandémie qui paralyse l'activité économique. Je sais qu'on est en descente. Et vous prenez quel argent pour donner aux gens? Vous prenez quel argent, madame? Donc, un minimum quand même de réflexion. Le fisc, que la monnaie soit stable. Eh bien, la monnaie soit stable, madame. Encore une fois, on revient véritablement. Ça répercute sur le panier de la ménagère. Bien entendu, mais parce que nous sommes en situation atypique et en situation anormale. Et qui est censé décanter cette situation? C'est le gouvernement de la République et c'est comme ça que vous voyez, il y a une série de décisions. Pourquoi on veut déconfiner? Parce que, madame, croyez-moi, donc, le prix de produits de consommation courante sont en fonction de la quantité de produits qui sont sur les marchés. On appelle ça l'offre. Et madame, si l'offre diminue, la demande augmente. Et c'est que le prix va augmenter. Si l'offre augmente, la demande diminue et le prix descend. Voyez, c'est cela, madame. Aujourd'hui, on a paralysé. La paralysie liée à la pandémie. Il n'y avait plus de circulation de biens et de services. Tout est paralysé. On a fait depuis, c'est décrété depuis le mois de mars jusqu'aujourd'hui. Alors, madame, vous voulez vraiment que nous ayons les mêmes prix? On ne peut pas vraiment pas assister à une fluctuation. Ça, c'est une règle la plus élémentaire en économie. Même quelqu'un de troisième secondaire en sciences commerciales peut comprendre que la loi de l'offre et de la demande, lorsque l'offre augmente, la demande diminue. Lorsque la demande augmente, l'offre diminue. Et le prix, vice-versa, se joue en fonction véritablement de cette loi. Et donc, j'estime qu'on va arrêter les confinements, on va prendre des mesures qui permettront véritablement la libre circulation des biens et des services, tout en respectant naturellement les différentes mesures de distanciation, parce que nous faisons, il y a du sida, mais nous faisons avec le VIH, il y a Ebola, nous faisons avec. Il y a coronavirus, nous devons faire avec. Au moins, il y a des mesures qui sont prises, etc. Quand cela ne tienne, vous voyez comment le président de la République s'est beaucoup battu. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, les gens n'ont pas compris. Il est touriste, il est ceci, il est cela. Non, le pays est en difficulté. Madame, que je termine. Le pays est en difficulté. Et le président, vous l'avez suivi le 30 juin. L'un des meilleurs discours après le discours de Lumumba en 1960, que beaucoup n'ont pas véritablement fait. Pour certains cadres du FCC, c'était un discours vide. Non, mais ils n'ont jamais fait. Non, je ne vais pas aller dans le radicalisme. J'ai beaucoup de considération pour mes frères du FCC, mais ils sont trop émotionnels. On ne peut pas gérer la République avec émotion. Et ils l'ont géré avec émotion et ils nous ont amenés dans une situation très chaotique. Et donc les maquem ou les maquetas, c'est-à-dire les séquelles qu'ils ont subies, ils vont les transposer dans un autre système. Oubliant quand même qu'il y a des évolutions positives par rapport à la situation. Où allons-nous avec des ordonnances fleuves signées par le chef de l'État? Mais les ordonnances sont des actes. Le président de la République prend des décisions sur base des ordonnances. Une institution qui doit fonctionner se remarque au travers les différents actes juridiques pris. Et le président prend des ordonnances, semble fleuve. Ah oui, parce qu'effectivement, c'est le résultat d'une année et demie d'observation et de recadrage. Alors maintenant, si on ne prend aucune décision, on dit non, c'est impérieux, et il veut le statu quo. Mais si on prend des ordonnances, on dit non, c'est fleuve, et donc, et voilà, il vient seulement déranger les gens. On fait ce qu'on va aller. Et c'est comme ça que je voudrais, sincèrement, et là je formule le vœu au ministre de la Communication, le PDG de la RTNC, etc., qu'aujourd'hui plus que jamais, nous avons intérêt à ce que la RTNC soit une chaîne publique qui permette d'organiser des grandes émissions où les différentes tendances se retrouvent, discutent des questions stratégiques de la République pour qu'on puisse accroître la capacité de lucidité de notre peuple. Et ça, il me semble qu'on a l'impression que c'est le cadet de préoccupation, encore que bon...
fait coup de chapeau, Madame Adel, que bon, une télévision privée s'intéresse véritablement de ces questions. Il faudrait que ça se généralise, parce qu'à la RTNC, ça pose problème. Je ne sais pas si c'est un problème aussi de moyens qu'il faut chercher des publicités, mais la RTNC, nous payons l'argent. C'est parce que nous voulons participer à la gestion, à la performance de la gestion de la République. Mais il faut l'information arrive en destination. Vous voyez, on est terre à terre. Aujourd'hui, tout le monde dit, mais le pain a augmenté, y compris les hommes politiques, même ceux qui font partie véritablement de l'alliance FCC Cash, etc. Mais vous imaginez, le pain a augmenté de combien? Oh non, le pain s'implique à 200 francs, c'est à 300 francs. Waouh! Mais si le pain augmente à 200 ou 300 francs, au moment où il y a blocage au niveau, par exemple, de frontières, etc., où le matériel, les matières premières n'entrent plus comme par le passé, etc., tout ne marche pas comme il se doit. Et alors, on assiste à cela. Et n'oubliez pas, madame, qu'il y a des hommes et des femmes qui sont très organisés pour neutraliser l'action du président de la République. Excusez-moi. Oui. Neutraliser l'action du président de la République. À un moment donné, on a vu même là, les réseaux sociaux. Quelqu'un me dira, non, mais les réseaux sociaux, attention, les réseaux sociaux, certes, exagèrent. Il y a excès des ailes, mais il y a des choses réelles. Il y a des gens qui étaient déjà organisés pour fabriquer de l'argent en francs congolais, etc., et qui larguaient ça sur le marché de manière à acheter les dollars. N'oubliez pas ça dans l'analyse et dans la comptabilité de ce qui représente la situation d'aujourd'hui. Tous ces éléments faisant combine montrent très clairement que, bon, le président de la République, il se trouve seul sur un terrain de bataille, mais quand cela ne tienne, son pouvoir est providentiel, et aujourd'hui, plus que jamais, petit à petit, les gens sont en train de se convertir. Coup de chapeau à tous ceux qui pensent que le Congo doit fonctionner autrement pour que nous puissions constituer une union sacrée. Et cette union sacrée doit permettre à ce qu'on puisse redorer le blason, parce que plus personne ne nous respecte en Afrique. Merci pour cet éclairage. Et puis, le nouveau juge nommé vient renforcer l'État, la vision de l'État de droit semble soutenir une certaine opinion. Vous pensez... Comment vous pensez? Mais écoutez, Madame Adel, je vous connais non seulement comme journaliste, mais tu es très chrétienne. Hein. Je connais, je t'observe à distance. Quand cela ne tienne, vous savez que dans la Bible même, la justice élève une nation. Et alors, qui doit faire la justice? Ce sont les juges. Et alors maintenant, on est en train de quitter un système vers un autre système. Les juges hier étaient trop robotisés, manipulés à souhait, instrumentalisés. Aujourd'hui, on leur dit c'est un état de droit. Affirmez-vous. Montrez que vous avez un leadership, une responsabilité. Parce que le pays est conçu dans un partage de rôles. Vous avez l'exécutif, vous avez le judiciaire et vous avez le législatif. Comment serait-il possible que vous laissiez le pays entre les mains seulement de l'exécutif, de législatif, et vous êtes comme des bébés sous biberon? Ah ben, il faut affirmer vous, parce que nous sommes dans une répartition. Personne ne peut prétendre d'avoir la plantation ou le village, même si on a hérité de son père, c'est difficile d'avoir 2 345 000 km². Aujourd'hui, les juges qui étaient déjà habitués à la robotisation sont en train de poser des actes, petit à petit, pour observer véritablement l'environnement. Et ils comprennent effectivement que les choses sont en train de changer. Et alors, ils sont en train de changer, ils sont en train véritablement de montrer de quoi ils sont capables, mais il faut les renforcer par de nouvelles personnes, par des réaménagements, des restructurations, encore qu'on leur donne des moyens suffisants. Parce que, croyez-moi, et ça, c'est très important, il faut poser la question sur le budget qui est alloué au ministère de la Justice. Ça pose problème. Il faut que tous ces magistrats-là aient les moyens de mobilité, aient les moyens de fonctionnement, aient des ordinateurs. Et avec l'agence anticorruption, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, peut résoudre la fuite de capitaux, le coulage plutôt de recettes. Les Congo va beaucoup gagner, vous trouvez? Bien entendu. Il y a une étude qui a été faite, madame, par un panel de chercheurs qui ont démontré que le Congo vit dans une situation de corruption institutionnalisée. Et par rapport à ça, on a dit, bon, si on arrête la corruption à proportion de 30%, écoutez, on peut avoir 55 milliards de dollars l'année suivante.
Moi-même, j'ai travaillé comme coordinateur national d'un grand programme de la coopération américaine pour voir comment les recettes générées entrent dans les caisses de l'État. Il a été prouvé dans une étude qui a fonctionné pendant 2 ans pour avoir des résultats. 75% de l'argent mobilisé entre dans les poches des individus. Les 25% qui entrent, les 20% encore volatilisés par les responsables, il n'y a que 5% qui servent à quoi que ce soit. C'est très important. Vous avez suivi le conseiller spécial de l'ancien président Louzo de vous dire que 15 milliards sont volatilisés chaque année. Alors, où est de mal que de mettre en place un arsenal qui permette véritablement de reconquérir cet argent qui est volatilisé. Et il n'y a pas que ça, le président, il est trop systémicien. Mais quand on voit... Excusez madame. Okay. Il dit, mettons l'agence. Et cette agence va travailler avec d'autres structures de dissuasion. Parce qu'aujourd'hui, les cours et tribunaux sont en train d'être requinqués. Vous avez la Cour des comptes. Je suivais il n'y a même pas longtemps le directeur du cabinet du président de la République, AI bien entendu, avec les inspecteurs de l'inspection générale des finances. La Cour des comptes, ça sera son tour. Et puis bon, l'Agence nationale des renseignements qui doit se transformer en agence d'intelligence. Nous avons la cellule, la cellule de changement des mentalités. Toutes ces institutions faisant combine, madame. On met en place un système de surveillance mutuelle pour construire des garde-fous, pour que les gens ne peuvent plus s'autoriser à bouffer l'argent de l'État. La population fustige la procédure du chef de l'État. C'est comme s'il recourt toujours au goulot de la Troisième République qui ont plongé les pays dans les chaos. Dans les nominations récentes, on a vu quand même dans certaines entreprises, ce sont les mêmes personnes qui ont plongé, qui n'ont pas pu donner les bons résultats, qui se retrouvent à la tête des entreprises. Madame, c'est faire preuve de bonne volonté, madame. Vous connaissez. Ces derniers opèrent avec beaucoup de technicité. Non, je me suis beaucoup... je connais un peu l'homme, Félix Tshisekedi. À la différence de son père, c'est qu'il sourit. Et son père, il est toujours fermé. Mais lui, au moins, il sait respecter l'interlocuteur. Et vous savez, l'arrangement institutionnel qui est le nôtre, c'est quoi? C'est qu'on met en place une coalition. Mais cette coalition, vous savez, 65%, c'est dominé par le FCC. Le cash n'a que 35%. Et le Premier ministre, c'est le FCC. Et vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on met en place un système de surveillance mutuelle, les signatures se font de manière conjointe, etc. Mais entre-temps, vous savez, beaucoup d'entre eux auraient pu véritablement faire partie du gouvernement. Le président a été réticent. Et il a dit qu'il faut que de nouvelles personnes, certes à leur niveau, parce que là, c'est un jeu de théâtre. Ils ont envoyé les leurs, les petits frères, les amis, etc. Les goulous et les gloutons de la Gécamine n'ont pas été sanctionnés jusque-là. Maintenant, attendez, maintenant qu'on arrive à la phase des mandateurs, il ne faut pas donner l'impression qu'on est de mauvaise foi quand même. On met en place un état de droit, il y a des cours et tribunaux, il y a l'inspecteur de l'inspection générale des finances, il y a tout le monde, même les services de renseignement, on le voit au devant de la scène, etc. Tous les services. Pourquoi toujours les mêmes personnes? Pourquoi toujours les mêmes personnes? Mais c'est justement, c'est une volonté qui doit être véritablement actionnée par tous les acteurs de la République, quelle que soit leur tendance. Si dans l'hypothèse où il y a une tendance qui est encore dans la logique de l'ancien système et qui oublie que nous sommes délocalisés vers un deuxième système, mais qui est caractérisé par des maquettes, des maquetas ou des maquentum qui sont véritablement des séquelles ou des impacts de l'ancien système et difficile à se détacher des réflexes de l'ancien système. Madame, ce sont des douleurs d'enfantement, petit à petit. On n'est pas allé au-delà de l'acceptable, de l'inacceptable. Je crois qu'aujourd'hui, même ceux qui arrivent vont se poser 2 fois la question pour dire est-ce que ce que je fais c'est bon ou est-ce que c'est pas bon, parce que lorsqu'ils osent le faire, finalement, c'est la justice qui s'occupera de la situation. À Brazzaville, le chef de l'État a avoué sa volonté de poursuivre avec la coalition, contrairement à la prophétie des extrémistes. Le président de la République, c'est un homme qui a une boussole, il a la torche, il sait éclairer l'avenir. Il a un horizon politique. Il ne conçoit pas
le pays en privilégiant certains et en marginalisant les autres, peu importe leur provenance, même si les prestations du FCC à cette époque ont été gravissimes. Mais écoutez, aujourd'hui, le système il est de parlementariste rationalisé. Donc le Premier ministre, c'est lui qui est redevable vis-à-vis du Parlement. Même si l'article 69 donne la possibilité à une certaine concertation avec le président de la République. Mais si dans l'hypothèse il y a rupture, on va laisser les gens qui ont encore les séquelles de l'ancien système poser des actes et qui sont généralement incontrôlés. Raison pour laquelle le président a dit, si on est ensemble et que maintenant plus que jamais nous sommes tous rassurés que le pays doit fonctionner, qu'il faut le booster, eh bien soyons ensemble. Mais si on quitte, on n'est plus ensemble, on va jouer en solo. Et jouer en solo ne donne pas une intelligence intelligente. Bien que le mariage soit incestueux. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de l'inceste institutionnel. Je reconnais simplement qu'il y a de l'obésité administrative, mais dont on a un entraîneur, qui a des joueurs qui n'ont pas encore compris véritablement le jeu. Parce que nous sommes, bien entendu, et c'est ce qu'il fait au fil du temps. C'est pourquoi il est patient. Il a été l'objet de beaucoup d'humiliations. Si ce n'était pas lui, je crois qu'il y aurait même la guerre dans ce pays. Si on aurait donné vraiment la responsabilité à certaines personnes que je connais, ça sera la guerre. Et le Congo devrait vraiment regretter. Pas plus tard qu'hier, le chef de l'État a approuvé quelques accords de développement pour notamment appuyer les secteurs éducatifs. On parle de quelques 350 millions d'euros pour l'éducation et 150 millions pour la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnes redoutent la bonne utilisation de ces fonds. Un commentaire. Oui, mais on est en train de tirer des leçons, non, des gestions. Dans toute société, je suis spécialiste des questions, et vous les connaissez, madame, la citoyenneté responsable. Nous, on a écrit, on a travaillé dans plusieurs pays, à travers le pays, l'Afrique, etc., justement pour aider les citoyens à être des sentinelles de la République. Nous avons même des organisations de surveillance de l'action publique. Nous avons même des observatoires de l'action publique. Nous avons le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons la Cour des comptes. Nous avons. Et lorsqu'on a de l'argent, naturellement, il va falloir qu'il y ait des mécanismes, donc j'allais dire des mécanismes ou un arrangement institutionnel qui permettent véritablement d'implémenter naturellement l'utilisation de cet argent. Il faut même que dans les différents services, dans les différents ministères, qu'on monte même des unités d'évaluation, des audits, etc. Même des audits externes pour venir voir ce qui s'est passé. On peut confronter les résultats, par exemple, de la Cour des comptes et les résultats d'un audit interne. Il faut dépenser de l'argent pour dissuader tous ceux qui véritablement étaient déjà habitués à voler, à tricher, etc. Et donc, cet argent, certes, c'est utile parce qu'il faut réaliser des choses, mais il ne faut pas laisser comme par le passé, quoi, où les gens vont s'enrichir de manière insolente. Mais il faudrait qu'on fasse un programme avec un chronogramme, pour dire qu'en ayant autant de mois, voilà ce que nous entendons faire. Premier mois, deuxième mois, troisième mois. Et aujourd'hui, il y a même un logiciel, c'est pas informatique, qui détermine, à chaque moment que vous déterminez une activité, il y a un montant correspondant. On peut, tout au long du parcours, vérifier pour dire, le premier mois correspondrait à tel montant. Qu'est-ce qui a été fait? Où sont les résultats? Et quel est le montant qui a été utilisé? Si dans l'hypothèse, on voit que le premier mois, vous avez prévu 100 000 et que vous avez utilisé 300 000, à ce moment-là, on pose la question. Et vous devez vous justifier. Voilà. Et la justice fera son travail. Merci. Et à ce moment-là, chacun pourra, dans la mesure du possible... Nous tendons vers la chute de questions pour un citoyen de ce lundi 20 juillet 2020. Norbert Yamba, cadre de l'IDPS panafricaniste. Ce lundi 20 juillet, l'on a rendu un vibrant hommage au juge Yanni, juge du procès de 100 jours. Mais l'on regrette du fait que les circonstances de sa mort ne soient pas connues. Un mot. Je voudrais m'incliner devant cet homme qui s'est révélé un grand homme. Son calme, sa sérénité, sa tranquillité, sa capacité d'observance lui a valu fondamentalement le sort qu'il a connu. Monsieur le juge,
paix à ton âme, mais tu sors par la grande porte. L'histoire et les générations futures retiendront que nous avons eu des compatriotes qui, au début de l'établissement d'un état de droit, se sont révélés des vrais soldats. Et les vrais soldats meurent sur les champs de bataille. Oui, on a célébré, on lui a rendu hommage, mais cela n'exclut pas véritablement qu'on puisse élucider les circonstances de sa mort. Raison pour laquelle le procureur, à quelque niveau qu'il soit, tous ceux qui sont intéressés à la décision, tous ceux qui ont eu la responsabilité de regarder et d'évaluer les résultats qui ont été donnés par le médecin, etc., ne croisez pas les bras. Il faut élucider pour éviter des cas de ce genre. Cela véritablement va dissuader ceux qui sont habitués à poser des actes incontrôlés, même jusqu'à faire perdre des hommes de grande qualité de la trempe de Giuliani. Coup de chapeau, paix à son âme, que la terre de nos ancêtres lui soit fertile. Merci. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. En guise de message particulier, parlons de vous, Monsieur Norbert Yamba. On sait que vous faites beaucoup. Qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter ces derniers temps qui serait bénéfique pour l'intérêt du pays? Pourquoi pas pour la jeunesse congolaise en particulier? Non, le président l'a si bien dit, et ça se résume au changement de paradigme. Dans son discours du 30 juin, le président a estimé que hier, il existait un paradigme qui a fonctionné, qui est fondamentalement rentabilité externe. On a vu beaucoup d'investisseurs venir chez nous. Ils ont exploité nos richesses, nos matières premières. Ils les ont apportées à l'état brut. Et comme ils ont des industries chez eux, ils les ont transformées. Ils ont créé des richesses chez eux. Ils ont créé des emplois. Et ils sont restés nantis. Et nous n'en sommes restés qu'avec zéro. Aujourd'hui, on est à plus de 96% des chômeurs. Les 4% sont des chômeurs qui sont dans des services non rémunérateurs. Et donc, on est presque tous en chômage. Quand cela ne tienne, le président a dit, allons dans la direction, n'est-ce pas, d'un nouveau paradigme. Le nouveau paradigme porte sur la rentabilité interne. Nous avons des matières stratégiques comme le coltan, le lithium, le cobalt, cuivre, etc. Vous savez que le panel des géologues a démontré que 48 minéraux existent dans le sud Katanga. 12 n'existent nulle part au monde. Lorsque vous êtes au Kasaï, vous êtes au Kivu, vous êtes un peu presque partout. Il y a tout, il y a tout. Et alors, maintenant, il y a l'autoroute de l'information avec l'informatique, il y a des logiciels, etc. Aujourd'hui, nous n'avons pas qu'une seule puissance au monde. Il y a une multiplicité de puissances qui ont besoin véritablement, et qui font la compétition, et qui ont besoin véritablement de venir chez nous. Et le président dit, si vous voulez venir, nous vous accueillons. Mais écoutez, mettez en place les usines d'extraction. Mettez en place les usines de transformation et de commercialisation. On crée une chaîne de valeur ajoutée. On va créer des richesses. Vous aurez votre partie. Vous allez payer les taxes à l'État. Vous allez créer des emplois. Et les jeunes vont trouver du travail. Et le Congo va faire des réallocations rationnelles qui permettent de financer les écoles, de financer la santé, de financer les routes, toutes les infrastructures, etc. Ce paradigme-là reste fondamental pour que nous puissions nous en sortir. Tant qu'on n'aura pas changé les paradigmes, on ne s'en sortira pas. Et le président donne une fenêtre en disant, créons des zones économiques. Dans les zones économiques, il y a exonération. Tous ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent venir, venez trouver. Il y a des zones économiques, des zones industrielles. Nous avons des matières premières. On peut pouvoir les transformer. Vous, les jeunes Congolais, créez des entreprises, montez des projets bancables. Nous mettons en place ce que nous appelons la banque de développement rural. Vous, les jeunes entrepreneurs, vous qui avez véritablement le souci de pouvoir créer des richesses, nous mettons en place un fonds de garantie. Écoutez, il faut travailler également pour reconstruire la banque de crédit agricole. Donc, le président de la République met en place
tout cet arrangement institutionnel, met en place des structures de dissuasion, met en place des mécanismes de surveillance mutuelle pour que personne ne peut poser des actes incontrôlés. Il faut qu'on se surveille avec les journalistes. Ils ne pèsent ses correspondants. La pandémie qui sème la terreur et la désolation dans le milieu, surtout de plus d'un Congolais, va disparaître miraculeusement pour laisser la place aux investisseurs. Non, c'est pas miraculeusement. Ainsi qu'au chef de l'État. Non, c'est sur base de décisions et vous avez vu quelle était la gestion. Contrôlez un peu la gestion, le nombre de morts en Afrique du Sud et qui ont des moyens. Contrôlez le nombre de morts. On va pas freiner la pandémie, mais que ça puisse disparaître complètement. Ça va disparaître parce que regardez, madame, je suis venu ici, regardez, nous sommes à distanciation des mètres. J'ai mon masque. Toi aussi, tu as le tien, etc. Donc, nous sommes dans une position où nous devons travailler dur pour nos activités économiques. Voilà. Mais il ne faut pas se leurrer. Et je termine par là en disant, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées avec les 100 jours. J'aime que vous m'appeliez et je vais faire l'évaluation. Je suis évaluateur à ramification internationale. Je vais vous montrer que sur ce qui a été prévu dans les 100 jours, on est allé au-delà de 65%. Nous n'avons pas atterri en douceur. Pourquoi pas une prochaine émission avec vous pour continuer. C'est la fin de cette émission. Question pour un citoyen du lundi 20 juillet 2020. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion ce demain, mardi 21 juillet 2020 à 7h30. Merci à toute l'équipe technique. Là, je vois le réalisateur de cette émission, Jerry Bindele et Passia Moussangala qui était à la régie finale. Une très belle soirée à tous et chacun. I got lost, couldn't find my way, and I guess there's nothing more to say. Love can make you blind, make you act so strange, but I'm here I will